Les chemins de la connaissance, Michel Skilowitz présente « Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge » Aujourd'hui, qui étaient ces Juifs médiévaux? Pourquoi et où sont-ils partis? Pourquoi ont-ils perdu l'usage du vieux français? Avec Patrick Girard, journaliste. Les Juifs sont arrivés en Occident avant la destruction du Temple de Jérusalem, avant Jésus-Christ. Ils ont débarqué dans ce qui sera la France et l'Espagne, vraisemblablement avec les Phéniciens. Certains avaient été bannis de Judée par les Romains. Du 1er au 3e siècle, on trouve des traces de leur présence à Orgon, au bord de la Durance, près de Cavaillon, et à Salignac-de-Pont, près de Cognac. Les Gaulois juifs, émigrés ou convertis, connurent les premières persécutions du feu de l'Église qui tenta des baptêmes forcés au VIe siècle à Clermont et Uzès. Ils vécurent en relative bonne intelligence avec les chrétiens, qui étaient eux-mêmes des convertis, jusqu'à la première croisade. C'est donc en 1095-96 que les historiens du judaïsme, en particulier Poliakov, font partir l'antisémitisme populaire. Les croisés massacrèrent des Juifs qui refusaient la conversion à Rouen et à Metz. Des massacres bien plus importants eurent lieu en Rhénanie. Il fallait bien se faire la main en Europe. Avant les affaires sérieuses au Proche-Orient. Dès le XIIe siècle, même avant, ils sont accusés de meurtres rituels. Blois, 1171. De profanation de l'hostie, de collusion avec les musulmans, d'être de mèche avec les lépreux pour empoisonner les pluies. Et surtout d'appartenir au peuple déicide. 1182. Expulsion du royaume par Philippe Auguste. La France, c'est Paris, Orléans étant quelques possessions royales. 1198. Rappel des Juifs. 1242, Saint-Louis, roi de France, impose aux Juifs le port de la rouelle. Le Talmud est brûlé en place de Grève. Plusieurs chariots de livres sont passés par les feux. 1306, expulsion par Philippe le Bel. Il reste des Juifs. Les juiveries ont disparu. 1315, réadmission par Louis X, le Hutin. 1320, massacre par les pastoraux. 1322-23, nouvelle expulsion. 1394, édit d'expulsion. Ce fut presque une formalité. Beaucoup de Juifs avaient déjà pris le chemin de l'exil. Charles VI est roi de France, malgré sa folie. L'insécurité règne. La guerre de 100 ans ravage le pays. Cette expulsion se voulait définitive. Ainsi, dans le domaine royal, en particulier à Paris, on ne trouvera plus de Juifs pendant 350 ans. 15e siècle. Les Juifs expulsés ont trouvé refuge dans les duchés et comtés avoisinants, où l'édit royal n'était pas exécutoire. Bourgogne, Provence, Alsace, Lorraine, Savoie. En 1492, les Juifs sont expulsés d'Espagne, où ils étaient très nombreux. 16e siècle. Au fur et à mesure que les duchés et comtés sont rattachés à la couronne, les Juifs sont bannis toujours plus loin. En 1501, expulsion de Provence. On les trouve en Alsace, en Lorraine, en Savoie, à Nice, en Corse, et surtout dans le comtat venessin, possession papale depuis le XIIIe siècle, qu'ils n'ont jamais quitté. Dès le milieu de ce XVIe siècle, les Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal s'installent entre Bayonne et Bordeaux. Appelés nouveaux chrétiens ou marchands portugais, ils pratiquent le judaïsme en secret. En Espagne, on les nommait Maranes. XVIIe siècle. On les trouve toujours sur les marches frontières, Alsace, Lorraine, Savoie, Nice, Corse, Comtat et Guyenne-Gascogne. Bizarrement, Louis XIII renouvelle l'édit d'expulsion datant de Charles VI. On peut se demander si Paris et l'ancien domaine royal est bien un pays sans juifs. Malherbe écrit dans un poème antisémite que le judaïsme s'est étendu jusqu'à la Seine. Les nouveaux chrétiens de Bordeaux et Bayonne s'installent dans des ports, Nantes, Rouen, Londres et Amsterdam. En Hollande, des Espagnols et des Portugais s'étaient déjà implantés. Spinoza était l'un d'eux. XVIIIe siècle. Au début de ce siècle, les implantations restent identiques. Puis, sous Louis XVI, la politique devenant plus libérale, les Juifs du Sud-Ouest gagnent Paris. À la Révolution, les Juifs deviennent citoyens français. Le comtat est rattaché à la France, des Juifs comtadins s'étaient déjà installés à Marseille, des Alsaciens et des Lorrains en petit nombre gagnent Paris. XIXe siècle.
Louis-Philippe supprime dès 1830 la religion d'État. Des Juifs participent à la vie politique et économique du pays. Crémieux, Foult, Pereire. Après la défaite de 1871, les Juifs alsaciens et lorrains quittent leur province devenue allemande pour Paris et la Normandie. Les Juifs algériens deviennent français. Malgré l'affaire Dreyfus, des Juifs de Pologne et de Russie, fuyant les pogroms, gagnent la France. XXe siècle. L'immigration des Juifs polonais continue. L'hitlérisme incite les Juifs allemands et autrichiens à s'en aller. Les Ashkénazes sont les plus nombreux en France. L'antisémitisme est latent et s'étale dans de nombreux journaux. La guerre déclarée en 1939 est perdue par la France en 1940. L'Allemagne impose sa volonté et une politique anti-juive s'instaure. Dans l'Holocauste, 6 millions de Juifs, dont 50 000 Français, disparaissent. L'État d'Israël est créé en 1947. La France quitte l'Algérie en 1963. Des milliers de Juifs pieds noirs s'installent dans cette métropole qu'ils ne connaissaient pas. Ils viennent parfois habiter des bourgades sans Juifs depuis le Moyen-Âge. Ils sont le plus souvent les descendants de ces expulsés d'Espagne de 1492. Aujourd'hui, ces séfarades sont les plus nombreux en France. Ainsi, les Juifs médiévaux ont disparu dans le tourbillon de l'histoire. Les Portugais, les Avignonnais, les Alsaciens, les Polacs se sont perdus dans le monde chrétien. Les mariages mixtes, les religions, sont des phénomènes normaux. Ils sont responsables de la perte d'identité de nombreux Juifs, même si des communautés isolées subsistent ça et là. En fait, une couche de Juifs recouvre la précédente et ces séfarades, pieds noirs, seront avant une nouvelle génération, évincés par d'autres Israélites venus d'on ne sait d'où. Mais retournons au Moyen-Âge. Que sont devenus les descendants de Samuel, Sir Morel de Falaise, de Moïse de Coucy ou d'Isaac de Dampierre? Patrick Girard. Qui étaient ces Juifs de France que l'on trouve au Moyen-Âge? Bien, certainement, tout d'abord, pour une bonne part d'entre eux, les descendants de convertis au judaïsme. En effet, mis à part un petit stock humain venu de Palestine au début de l'ère chrétienne, le judaïsme, qui a été une religion prosélyte jusqu'à la première croisade, s'était nourri pour constituer les différentes communautés juives de France de mariages, d'intermariages avec les habitants des différentes villes où se trouvaient des juifs. On a le cas même encore au Xe, XIe et XIIe siècle, on a le cas de conversion de chrétiens au judaïsme, ce qui explique d'une certaine manière l'intégration particulièrement poussée de ces juifs dans la société française de l'époque. Ce sont des juifs qui, d'autre part, et là c'est une particularité par rapport à d'autres moments de l'histoire juive en France, qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire. On trouve des juifs partout, on trouve des petites communautés juives dans la moindre des localités, et qui d'autre part sont des communautés qui souvent sont de très petite taille. Donc il y a eu des convertis gaulois au christianisme, mais également ils se sont convertis également au judaïsme. Ils se sont effectivement convertis au judaïsme, et au siècle dernier, Ernest Renan disait non sans malice qu'un juif français à l'époque de Gontran et de Chilpéric était sans doute un Gaulois professant la religion hébraïque, et Léon Poliakov, dans son histoire de l'antisémitisme, rappelle qu'un monsieur Lévy a plus de chances que ce concierge de descendre en ligne droite de Vercingétorix. Et des Gaulois. Et des Gaulois. C'est l'une des particularités donc de l'histoire du judaïsme français. Et alors, où sont-ils partis? Les Juifs expulsés de France, car il y a eu, vous l'avez rappelé, différentes expulsions de France, sont partis pour une bonne part soit en Espagne, car on trouve trace de petites communautés françaises à Barcelone, soit en Afrique du Nord, car on trouve trace en Afrique du Nord de gens ayant des patronymes rappelant leur origine française. C'est le cas, par exemple, des gens qui s'appellent Tsarfati, Tsarfati voulant dire en hébreu français, qu'on retrouve en Algérie et au Maroc sous la forme de Tsarfati, Tserfati. Autre cas type de patronyme indiquant une origine française, les gens qui s'appellent bien entendu Franco, Frances, donc, ou les gens qui s'appellent en Algérie Yahari, un terme qui vient du mot hébreu Yareal, c'est-à-dire la lune, et qui désigne les originaires d'une petite localité
du sud de la France, Lunel, qui a constitué un très important centre d'érudition juive. Un certain nombre d'autres juifs sont partis, eux, pour l'Allemagne puis la Pologne. Et on peut retrouver trace de ces migrations de la France vers l'Allemagne et la Pologne à travers le yiddish, par exemple, la langue parlée par les juifs d'Europe centrale et orientale. En effet, le plat du samedi midi dans les communautés juives d'Europe centrale et orientale s'appelle en yiddish le tchoulent. Or, c'est un mot qui vient du verbe vieux français chauloir. Donc, première indication de la provenance française d'un certain nombre de juifs originaires de France, en Europe centrale et orientale. On trouve par ailleurs trace jusqu'au XVe siècle d'une synagogue à Budapest où l'on parlait encore le français. Il y a donc là attestation de petits groupes juifs français qui ont tenté de préserver tant bien que mal leur identité spécifique. Mais à votre avis, pourquoi ne sont-ils pas revenus? Parce que il y a eu des temps meilleurs. La guerre de 100 ans n'a pas été éternelle. 100 ans, c'est déjà long. Après l'expulsion de 1306 qui chasse 100 000 juifs de France, il y a eu un certain nombre de rappels des juifs. Mais ceux-ci sont revenus très peu nombreux parce qu'ils avaient été échaudés et parce qu'ils avaient trouvé place dans la société d'accueil où ils avaient pu trouver refuge. Cela explique que le judaïsme français, à partir des années 1320-1321, est un groupe infiniment numériquement réduit et que les juifs ne sont pas revenus. En fait, il y avait 100 000 et après la dernière expulsion de 1394, il en restait... Oh, il devait rester quelques milliers de juifs, d'une part à Avignon et dans le comtat venessin qui était terre pontificale. Donc pas la France. Donc qui n'appartenait pas à la France. Et puis d'autre part en Provence, puisque la Provence n'était pas rattachée directement à l'époque au royaume de France, et les Juifs de Provence sont restés en Provence jusqu'au début du XVIe siècle, date de leur expulsion. C'est ainsi que, par exemple, Michel de Nostradamus, dont on parle beaucoup, eh bien Michel de Nostradamus est le fils de Juifs qui ont été obligés de se convertir au moment de l'expulsion des Juifs de Provence. Son nom l'indique bien, Michel de Notre-Dame. Un certain nombre de Juifs prenait en effet pour nom Notre-Dame par allusion à la Vierge Marie, dont on sait qu'elle est d'une excellente famille juive. Mais pourquoi ont-ils perdu l'usage du vieux français? Et là, je me permets de penser que l'Espagne, l'expulsion a eu lieu 100 ans plus tard, et les Juifs espagnols, séfarades, ont gardé l'usage de l'espagnol du XVIe siècle. Je crois d'une certaine manière que si l'usage du vieux français s'est perdu, c'est d'une part parce que ces juifs se sont disséminés géographiquement dans une multitude de localités, qu'il n'y a pas eu constitution de groupes véritablement cohérents comme cela a été le cas pour les groupes judéo-espagnols installés massivement à Salonique ou à Constantinople. Je crois aussi que s'il y a eu disparition du vieux français, c'est en grande partie dû au fait que l'intégration culturelle et intellectuelle des Juifs à la société française n'était pas aussi poussée que ne l'était l'intégration culturelle et intellectuelle des Juifs à la société espagnole. Cela peut expliquer la déperdition du français dans ces communautés chassées de leur patrie d'origine et obligées de se trouver de nouveaux modes d'expression dans les pays où ils avaient trouvé refuge. L'alphabétisation était-elle importante dans les communautés? Parce qu'on a souvenir, grâce au texte, de rabbins, de savants. Mais ces communautés, vraisemblablement, puisqu'il y avait des écoles juives, dans ces communautés, il y avait une alphabétisation importante. Mais a-t-on une preuve? On n'a pas de preuve directe, mais l'on sait que ces écoles juives étaient relativement bien fréquentées. Et il y a quand même un très haut degré de culture des Juifs par rapport à leurs concitoyens chrétiens. Une légende veut même que Nicolas de Lyre ait été placé pour ses premières années d'études dans une école juive, ce qui indique le niveau de réputation plutôt flatteur qu'avaient les écoles juives à l'époque.
Et ainsi que l'influence de Rachid dans les milieux chrétiens. L'influence de Rachid également dans les milieux chrétiens qui a été relativement considérable, de même que tout le rôle joué par les traducteurs juifs d'origine espagnole venus s'établir à Narbonne. Je pense par exemple à la famille des Thibonides, et qui vont faire connaître en France, d'une part, les écrits des philosophes arabes, et d'autre part, qui vont faire redécouvrir à la France les écrits des philosophes grecs à travers leur traduction en arabe, puis en hébreu, puis en latin. Après les expulsions, les Juifs sont restés dans des territoires qui font partie aujourd'hui de la France, qui sont l'Hexagone, mais qui n'étaient pas directement rattachés au Royaume de France. Dans le Royaume de France en tant que tel, y a-t-il eu un phénomène marane? C'est par exemple, après l'expulsion de 1394, l'une des hypothèses qui avait été avancée par l'un des grands historiens du judaïsme français, Robert Anchel. Il avait émis l'hypothèse qu'un certain nombre de groupes juifs clandestins avaient pu demeurer à Paris et pratiquer clandestinement le judaïsme jusqu'au début du XVIIe siècle. Étaient particulièrement d'ailleurs visés à cette époque les fripiers de Paris, car on les accusait d'être des juifs clandestins. Boileau lui-même racontera qu'il y a eu une émeute entre différentes corporations lors d'une procession à Paris, les corporations accusant la corporation des fripiers d'être des juifs clandestins. Il y a sans doute eu, d'une certaine manière, au XVe et au XVIe siècle, maintien à Paris et dans certaines petites villes de groupes juifs clandestins qui ont peu à peu perdu tout contact avec la religion ancestrale. Il y a eu un maranisme français par ailleurs, avec l'arrivée à partir du XIVe siècle dans la région de Bordeaux et dans tout le sud-ouest de juifs maranes d'origine espagnole qui s'installent comme nouveaux chrétiens à Bordeaux et à Bayonne et qui vont là constituer des groupes maranes qui ne reviendront officiellement au judaïsme qu'au début du XVIIIe siècle. Mais le maranisme français, pour autant qu'il ait pu perdurer, n'a jamais eu l'importance qu'a connu le maranisme espagnol ou le maranisme portugais. C'était « Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge » par Michel Skilovitch, avec la participation de Patrick Girard, auteur de « Pour le meilleur et pour le pire » aux éditions Bibliophone, chargé de réalisation Nicole Salerne. Demain, Rouen était-il un centre culturel juif important?